Debout dans ma chambre d'enfant à 28 ans, fixant l'écran de mon ordinateur portable qui n'affichait que des dossiers vides, j'ai senti mon monde s'effondrer. 3 heures avant la réunion la plus importante de ma vie, mes parents avaient supprimé mon roman de 400 pages. Mon père se tenait derrière moi, les bras croisés, sa voix froide comme l'acier en hiver. Les écrivains ne sont que des adultes ratés vivant dans un monde imaginaire, Harry. Ma mère est apparue à la porte, ajoutant le coup de grâce qui a brisé ce qui restait de mon cœur. Ta sœur Jessica vend du maquillage et gagne de l'argent réel. Il est peut-être temps que tu grandisses. 4 ans de ma vie venaient de disparaître en un clic de bouton, mais ils n'avaient aucune idée que mon manuscrit avait déjà été soumis et accepté pour publication 2 semaines auparavant. Le chemin vers ce moment dévastateur a commencé il y a 6 ans lorsque j'ai obtenu mon diplôme de l'université du Wisconsin avec un diplôme d'anglais que mes parents appelaient « du papier toilette coûteux ». Tandis que mes camarades de classe décrochaient des emplois en entreprise ou s'inscrivaient à des programmes de 3e cycle, je suis retourné à Denver et j'ai enchaîné une série de postes de vente au détail éreintants. Target, Best Buy, Barnes & Noble. Chaque chèque de paie couvrait à peine mes remboursements de prêts étudiants, sans parler du rêve d'indépendance financière qui me permettrait d'écrire à plein temps. Mes parents, Bob et Linda, ne manquaient jamais une occasion de me rappeler le succès de ma sœur Jessica. Elle avait bâti une entreprise florissante de cosmétiques Mary Kay, gagnant ce qu'il prétendait être un revenu à 6 chiffres par an. Chaque dîner de famille devenait une vitrine des dernières réalisations de Jessica, achat de nouvelles voitures, photos de vacances à Cancun, sac à main de créateurs qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Les comparaisons piquaient comme des coupures de papier, de petits rappels persistants de mon échec perçu. Bob travaillait comme agent d'assurance pour State Farm, passant ses journées à vendre des polices à des gens qui espéraient ne jamais en avoir besoin. Linda gérait la réception d'un cabinet dentaire, prenant des rendez-vous et traitant les demandes d'assurance. C'étaient des gens pratiques qui croyaient aux chèques de paie réguliers, aux comptes de retraite et aux rêves américains de stabilité suburbaine. Mon écriture représentait tout ce qu'ils craignaient, l'incertitude, le manque de praticité et la possibilité terrifiante de ne jamais atteindre la sécurité financière. Malgré leurs critiques constantes, je ne pouvais pas abandonner les histoires qui brûlaient dans ma tête. J'ai développé une routine secrète qui est devenue ma bouée de sauvetage. Chaque matin à 5 heures, je sortais de la maison et je conduisais jusqu'à un dîner ouvert 24h24 appelé Melez sur Colfax Avenue. Avec une tasse de café à $2 et des recharges illimitées, je pouvais écrire pendant 3 heures avant de me rendre à n'importe quel travail de vente au détail qui m'employait actuellement. Les autres clients étaient des travailleurs de nuit terminant leur journée, des camionneurs prenant leur petit déjeuner et des insomniaques cherchant le réconfort des néons et de l'activité humaine. Mon roman, Écho dans le statique, a grandi lentement au cours de 4 années de ces sessions d'écriture matinale. L'histoire explorait des thèmes qui me semblaient douloureusement familiers, un jeune homme piégé dans une dynamique familiale dysfonctionnelle, luttant pour se libérer des attentes qui étouffaient son identité. Le format du thriller psychologique m'a permis d'examiner la manipulation familiale à travers le prisme du suspense, créant des personnages dont les blessures émotionnelles les poussaient à des actions extraordinaires. La percée a eu lieu il y a 18 mois lorsque j'ai participé à un concours d'écriture sponsorisé par Writer's Digest. J'ai soumis les 3 premiers chapitres des Échos dans le statique avec des mains tremblantes et des espoirs modestes. 3 mois plus tard, j'ai reçu un email de Sarah Martinez, une agente littéraire de New York spécialisée dans les thrillers psychologiques. Elle avait jugé le concours et voulait lire le manuscrit complet. Sarah est devenue mon alliée secrète dans un monde qui semblait déterminé à écraser mes ambitions. Nos conversations téléphoniques avaient lieu pendant mes pauses déjeuner, cachées dans ma voiture sur des parkings derrière n'importe quel magasin qui m'employait actuellement. Elle m'a fourni des commentaires qui ont transformé mon brouillon en un récit peaufiné, me guidant à travers révision après révision jusqu'à ce que l'histoire chante avec le genre de tension qui maintient les lecteurs à tourner les pages à 2 heures du matin. Les appels des éditeurs ont commencé il y a 6 mois. Sarah avait soumis Écho dans le statique à 12 maisons d'édition et les réponses ont surpris même ses attentes expérimentées. Les éditeurs ont loué la profondeur émotionnelle authentique, le portrait réaliste de la dysfonction familiale et la manière dont le suspense psychologique émergeait de situations quotidiennes plutôt que de dispositifs d'intrigue artificielle. 3 semaines avant ce matin écrasant, mon téléphone a sonné pendant un service particulièrement difficile chez Target. Je réapprovisionnais la section électronique lorsque le numéro de Sarah est apparu sur mon écran. Je me suis faufilé dans une réserve et j'ai répondu, le cœur battant contre mes côtes. « Harry, j'ai des nouvelles incroyables, » a dit Sarah, sa voix pétillant d'excitation. Thomas Caldwell de Pinnacle Publishing House veut t'offrir un contrat pour 3 livres.
On parle de 150 000 $, avec un potentiel pour les droits cinématographiques si le premier livre se vend bien. J'ai dû m'asseoir sur une boîte de cartouches d'imprimante pour ne pas m'effondrer. Après 4 années de lettres de refus, de commentaires dédaigneux de membres de ma famille et de la lutte constante pour équilibrer l'écriture avec des emplois de survie, la validation ressemblait à un gain au loto et à la découverte du remède contre le cancer simultanément. Sarah a expliqué que Thomas serait à Denver la semaine suivante pour une foire du livre régional et qu'il voulait me rencontrer en personne pour finaliser les détails du contrat. Nous avons programmé la réunion pour aujourd'hui, en planifiant chaque détail avec soin. Je dirai à mes parents pour le contrat de livre après avoir signé, leur présentant une preuve irréfutable que l'écriture pouvait en effet fournir une stabilité financière et un respect professionnel. Mais je devais garder la nouvelle secrète jusqu'à ce que tout soit finalisé. Les contrats d'édition pouvaient échouer lors des négociations et je ne pouvais pas supporter l'idée d'annoncer mon succès pour le voir disparaître comme la brume du matin. Le secret ressemblait à porter un billet de loterie gagnant dans ma poche, sachant que ma vie était sur le point de changer d'une manière dont je n'avais fait que rêver. La découverte de mon manuscrit supprimé, c'était comme entrer dans ma chambre et découvrir que quelqu'un avait incendié la maison de mon enfance pendant que je dormais. Chaque dossier sur mon ordinateur portable était vide. 4 ans de développement de personnages, de raffinement de l'intrigue et de révision minutieuse avaient disparu sans laisser de traces. Mes mains tremblaient en vérifiant les disques durs externes, les comptes de stockage en nuage et les pièces jointes de mai, cherchant désespérément une sauvegarde qui aurait pu survivre à la démolition numérique de mes parents. La dépression nerveuse m'a frappé par vagues. D'abord l'incrédulité, le genre de choc qui vous fait douter de vos propres sens. Il devait y avoir une erreur, un problème technique qui pourrait être inversé avec le bon logiciel ou l'aide d'un expert. Puis la colère m'a submergé comme un tsunami, chaude et destructrice, me donnant envie de frapper les murs et de crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne complètement. Mais l'émotion la plus terrible était le chagrin. J'ai pleuré ces 4 années de sessions d'écriture à 5 heures du matin, les innombrables heures passées à créer des dialogues qui semblaient authentiques, à développer des personnages dont j'avais étudié les profils psychologiques avec le dévouement d'un étudiant diplômé. Le roman représentait plus qu'un simple livre. C'était la preuve que je pouvais créer quelque chose de significatif, que mes rêves avaient une substance au-delà de la simple pensée magique. Mes parents m'ont trouvé assis sur mon lit, l'ordinateur portable fermé, fixant le mur où mon diplôme de lycée était accroché dans un cadre qui semblait soudain se moquer de chaque réussite scolaire que j'avais jamais eue. Bob est entré le premier, sa posture rigide de conviction vertueuse. Linda a suivi, son visage figé dans l'expression qu'elle portait en annonçant de mauvaises nouvelles aux patients dentaires sur des procédures coûteuses que leur assurance ne couvrirait pas. « Nous avons fait ce que nous devions faire », a déclaré Bob, sa voix portant le ton qu'il utilisait avec les clients d'assurance qui déposaient des réclamations douteuses. 4 ans de cette absurdité, c'est assez. Tu as 28 ans, Harry. À ton âge, je possédais une maison et j'avais une vraie carrière. Linda a hoché la tête, s'enlaçant comme si la conversation la rendait physiquement froide. Nous n'essayons pas d'être cruels, mon chéri. Nous t'aimons trop pour te voir gâcher ta vie à poursuivre quelque chose qui n'arrivera jamais. Jessica a bâti son entreprise à partir de rien et maintenant elle est financièrement indépendante. Elle n'a pas besoin de nous pour soutenir ses rêves parce qu'elle a choisi des objectifs réalistes. La comparaison avec Jessica m'a frappé comme un coup physique. Ma sœur avait toujours été l'enfant prodige, celle qui prenait des décisions pratiques et obtenait un succès tangible. Son entreprise marique et générait des revenus que mes parents pouvaient comprendre, produits vendus, commissions gagnées, déclarations de revenus qui prouvaient la rentabilité. Mon écriture générait des lettres de refus et des frais de soumission, des dépenses sans rendement mesurable. Vous avez annulé 4 ans de travail en 10 minutes, ai-je dit, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Avez-vous une idée de ce que vous avez fait? Bob s'est assis sur la chaise de bureau où j'avais autrefois fait mes devoirs et rempli mes demandes d'inscription à l'université. Nous t'avons rendu service, fils. Cette histoire d'écriture devenait une obsession. Tu vis chez nous, tu travailles dans des emplois de vente au détail qui paient à peine le salaire minimum, tu passes chaque moment libre sur quelque chose qui ne te soutiendra jamais. Combien de temps étions-nous censés permettre ce comportement? Avant que je puisse répondre, la voiture de Jessica est arrivée dans l'allée. J'ai entendu ses talons claquer sur le trottoir, le son de quelqu'un qui a des endroits importants où être et des responsabilités professionnelles qui comptent. Elle est apparue à la porte de ma chambre, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et portant une mallette qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en 2 semaines chez Target. Eh bien, que se passe-t-il? A demandé Jessica,
lisant la tension dans la pièce avec l'habileté de quelqu'un habitué à gérer des conversations difficiles avec des clients potentiels. Linda a expliqué la situation avec le ton factuel qu'elle utilisait pour décrire les procédures dentaires. Extraction de caries, traitement de canal, suppression de romans. Juste une autre intervention nécessaire pour prévenir de futurs problèmes. La réaction de Jessica m'a surpris. Au lieu de soutenir immédiatement nos parents, elle semblait sincèrement confuse par la gravité de leurs actions. Vous avez supprimé tout son livre? N'auriez-vous pas pu simplement lui parler de trouver un emploi plus stable? Pendant un instant, j'ai ressenti une lueur d'espoir que quelqu'un dans ma famille pourrait réellement comprendre l'ampleur de ce qui avait été détruit. Mais les mots suivants de Jessica ont éteint cet espoir, comme de l'eau sur un feu de camp. Je veux dire, je comprends pourquoi vous vous inquiétez pour lui, a-t-elle poursuivi, posant sa mallette et lissant sa jupe. Je porte le poids d'être la seule enfant qui a réussi depuis des années. C'est épuisant d'être celle qui a fait des choix responsables pendant que Harry poursuivait ce passe-temps d'écriture. Peut-être que maintenant il contribuera enfin à la famille au lieu d'être une source constante de stress. La révélation que Jessica se sentait accablée par mes échecs a ajouté une autre couche de douleur à une situation déjà écrasante. J'avais toujours supposé qu'elle était inconsciente des comparaisons, concentrée sur son propre succès sans considérer comment ses réalisations me faisaient passer pour une déception par contraste. Apprendre qu'elle en voulait activement à mes difficultés, c'était comme découvrir que mes souvenirs d'enfance avaient été entièrement fabriqués. Bob s'est levé, vérifiant sa montre avec l'impatience de quelqu'un qui a des affaires importantes à mener. En parlant de contribuer à la famille, j'ai organisé un entretien d'embauche pour toi à mon bureau cet après-midi. À 2 heures précises. Poste de directeur régional, 45 000 $ de salaire de départ par an, avantages sociaux complets. C'est ta chance de prouver que tu peux assumer des responsabilités d'adulte. Le timing était dévastateur dans sa précision cruelle. 2 heures était exactement le moment où je devais rencontrer Thomas Caldwell à son hôtel pour signer le contrat d'édition qui validerait 4 ans de travail et transformerait complètement ma vie. Mes parents avaient involontairement programmé ma capitulation pour le moment exact où ma victoire aurait dû être célébrée. Je ne peux pas faire un entretien à 2 heures aujourd'hui, ai-je dit en essayant de garder le désespoir hors de ma voix. J'ai d'autres engagements. Le rire de Bob ne contenait aucune once d'humour. D'autres engagements comme quoi? Un autre atelier d'écriture où ils te font payer pour te dire que ton passe-temps pourrait un jour devenir rentable? Ces jours sont révolus, Harry. La fantaisie se termine maintenant. C'est alors que j'ai découvert toute l'étendue du sabotage de mes parents. Bob a sorti son téléphone portable et m'a montré le journal d'appel avec une expression satisfaite qui m'a retourné l'estomac. J'ai pris la liberté d'appeler cette femme, l'agente, qui t'a rempli la tête de faux espoirs. Je lui ai dit que tu te retirais de la représentation en raison d'une urgence familiale. Elle a semblé déçue mais a dit qu'elle comprenait que la famille passe avant tout. La pièce a commencé à tourner alors que les implications devenaient claires. Sarah avait passé 18 mois à établir des relations avec des éditeurs, à négocier en mon nom, à positionner mon livre pour le succès. L'appel téléphonique de Bob avait potentiellement détruit des relations professionnelles qui avaient mis des années à se développer. Linda a sorti une pile de courriers de son sac, des lettres qui m'étaient adressées et que je n'avais jamais vues. Nous avons intercepté la correspondance de ces gens de l'édition ces 2 derniers mois. Regarde ces adresses de retour. Plus de lettres de refus, plus de faux espoirs, plus de gens essayant de profiter de tes rêves. Nous t'avons épargné la déception de les lire toi-même. J'ai reconnu le papier en tête de l'agence de Sarah parmi les enveloppes non ouvertes, ainsi que la correspondance officielle de maison d'édition qui avait demandé mon manuscrit. Mes parents avaient systématiquement coupé ma communication avec le monde de l'écriture professionnelle, m'isolant des opportunités tout en prétendant me protéger de la déception. La révélation la plus cruelle est venue en dernier. Bob avait contacté le bureau de l'éditeur ce matin-là, tentant d'annuler ma réunion avec Thomas Caldwell. Il avait parlé à une réceptionniste en prétendant me représenter et avait demandé que toute communication future soit interrompue en raison de ma décision de poursuivre d'autres opportunités de carrière. Alors que j'étais assis, entouré des décombres de 4 années de travail, écoutant ma famille justifier la destruction de mes rêves, j'ai réalisé que ce n'était pas de la colère impulsive ou une préoccupation mal avisée. C'était une campagne calculée pour me forcer à mener la vie qu'ils croyaient que je devais vivre, peu importe ce que je voulais ou ce dont j'étais réellement capable. La nature systématique du sabotage de mes parents est devenue évidente alors que Linda continuait de sortir des preuves de son sac à main comme un procureur présentant un dossier. Des relevés bancaires,
des emails imprimés et des notes manuscrites révélaient l'étendue de leur surveillance et de leur intervention. Ils n'avaient pas seulement supprimé mon roman sur un coup de tête. Ils planifiaient cette destruction depuis des mois, rassemblant des informations et coordonnant leur attaque avec une précision militaire. Linda avait lu mes emails en accédant à mon ordinateur portable pendant que je travaillais mes services de vente au détail. Elle était au courant de chaque soumission que Sarah avait faite, de chaque réponse d'éditeur et de chaque date limite de révision que j'avais eu du mal à respecter. Le savoir que ma propre mère avait violé ma vie privée pendant des mois, c'était comme découvrir que les murs de ma chambre étaient en verre et que tout le quartier avait observé mes moments les plus intimes. Nous avons trouvé toutes ces lettres cachées sous ton matelas, dit Linda en étalant la correspondance de magazines littéraires et de petites presses sur mon couvre-lit. Frais d'inscription à des concours, directives de soumission, formulaire d'inscription à des conférences. Réalises-tu combien d'argent tu as dépensé à poursuivre cette chimère, de l'argent que tu aurais pu économiser pour un acompte sur une maison ou une voiture fiable? Bob a affiché une feuille de calcul sur son téléphone qui détaillait mes dépenses liées à l'écriture au cours des 4 dernières années. Chaque frais, livre d'artisanat, participation à une conférence, frais d'impression pour les soumissions de manuscrits. Le total était de 8 372 $. De l'argent qu'il considérait comme complètement gaspillé, malgré le fait que ses investissements avaient conduit à une représentation par un agent littéraire respecté et à l'intérêt de grands éditeurs. 800 $ auraient pu être le début d'un fonds d'urgence, expliqua Bob avec la patience de quelqu'un qui parle à un adolescent financièrement irresponsable. Au lieu de ça, tu l'as jeté dans des concours et des ateliers dirigés par des gens qui vivent des écrivains en herbe désespérés. Ces gens t'ont vu venir à 1 kilomètre. Le bruit d'une portière de voiture qui claque a interrompu la conférence de Bob. Par la fenêtre de ma chambre, j'ai vu Marcus Chen arriver dans notre allée dans sa Honda Accord, la même voiture qu'il conduisait depuis le lycée, mais maintenant entretenue avec les revenus de son entreprise de design graphique prospère. Marcus et moi étions amis depuis la seconde, nous nous étions liés d'amitié grâce à notre amour commun pour les activités créatives que nos parents regardaient avec scepticisme. Marcus a frappé à la porte d'entrée, mais Linda l'a intercepté avant qu'il ne puisse atteindre ma chambre. Je pouvais entendre leur conversation à travers les murs fins de notre maison de plain-pied. Linda expliquant que je faisais face à une situation familiale et que je ne pouvais pas recevoir de visiteurs. Mais Marcus n'avait jamais été facile à dissuader, et il possédait le genre de confiance professionnelle qui venait de la gestion de sa propre entreprise et du traitement de clients exigeants. Madame Peterson, je suis en fait ici à propos de l'écriture de Harry, dit Marcus, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui facture 120 $ de l'heure pour des services créatifs. J'ai été le bêta-lecteur de son roman, et je sais à quel point la réunion d'aujourd'hui est importante pour sa carrière. S'il y a une sorte d'urgence, je peux peut-être aider. L'aveu que Marcus était au courant de ma réunion d'éditeurs a immédiatement mis Bob en mode de contrôle des dommages. Il a réalisé que leur intervention soigneusement planifiée pourrait ne pas rester une affaire de famille privée, et la possibilité d'un jugement extérieur le mettait clairement mal à l'aise. Bob tenait à sa réputation dans la communauté, et la dernière chose qu'il voulait, c'était que les voisins bavardent sur le dysfonctionnement de la famille Peterson. Marcus est entré dans ma chambre avec le genre d'évaluation calme qu'il avait rendu si efficace dans ses relations avec les clients. Il a rapidement évalué la scène, moi assis sur le lit, entouré de papiers éparpillés, mes parents planant comme des gardes, et l'atmosphère générale de confrontation qui remplissait le petit espace comme de la fumée. « Qu'est-il arrivé à ton ordinateur portable ?» demanda Marcus, remarquant l'ordinateur fermé et ma posture vaincue. Avant que je puisse répondre, Jessica a répondu avec l'efficacité brutale qu'elle utilisait dans ses présentations professionnelles. Maman et papa ont supprimé le livre de Harry pour le sortir de cette fantaisie d'écriture. Ils lui ont organisé un véritable entretien d'embauche pour cet après-midi, et il est temps qu'il commence à se comporter comme un adulte. L'expression de Marcus est passée de la confusion à un véritable choc. En tant que personne ayant bâti une carrière dans les domaines créatifs, il comprenait la valeur du travail artistique d'une manière que ma famille ne pourrait jamais comprendre. Il connaissait également les détails spécifiques de mon opportunité de publication, car je lui avais partagé la bonne nouvelle sous de strictes promesses de secret. « Vous avez supprimé 4 ans de travail ?» demanda Marcus, sa voix soigneusement contrôlée, mais teintée d'incrédulité. « Comprenez-vous ce que vous avez fait ?» Harry a un talent que les agents professionnels reconnaissent. Ce n'est plus un passe-temps. Bob s'est avancé, affirmant son autorité en tant que propriétaire et chef de famille. Je ne sais pas ce que Harry vous a raconté sur son petit projet d'écriture, mais c'est nous qui voyons la réalité de cette situation. Il a 28 ans, il vit chez nous,
Il travaille dans des emplois de vente au détail qui ne lui offrent même pas d'assurance maladie. Nous ne pouvons plus permettre cette illusion. Ce n'est pas une illusion, dit Marcus en sortant son téléphone. Harry, montre-leur les détails du contrat. La demande a révélé un problème que je n'avais pas encore partagé avec Marcus. Les informations du contrat étaient stockées dans des dossiers de mai qui n'existaient plus sur un ordinateur portable qui avait été vidé de chaque fichier lié à ma carrière d'écrivain. J'avais été si concentré à garder la réunion d'éditeurs secrète que je n'avais pas créé de copie de sauvegarde des documents essentiels dans des endroits inaccessibles à mes parents. Je ne peux rien leur montrer, ai-je admis. Tout est parti. Le visage de Marcus est devenu pâle en comprenant les implications. La réunion d'éditeurs est dans 6 heures. Thomas Caldwell rentre à New York demain. Si tu manques cette réunion, tu perds le contrat. Jessica nous regarda, Marcus et moi, avec une suspicion croissante. Quelle réunion d'éditeurs? Quel contrat? Harry, nous as-tu menti sur quelque chose? La question flottait dans l'air comme la fumée d'une maison en feu. Mes parents avaient détruit mon travail pour m'empêcher de poursuivre des rêves irréalistes, mais ils n'avaient aucune idée que ces rêves étaient déjà devenus réalité. L'ironie était si amère que je pouvais la goûter sur ma langue. Le téléphone de Bob a sonné avant que je ne puisse décider comment répondre. Il a répondu avec le ton professionnel qu'il utilisait pour les appels professionnels, mais son expression est rapidement passée de la confusion à la colère. Quand il a raccroché, il s'est tourné vers moi avec une suspicion qui a fait se nouer mon estomac d'une nouvelle peur. C'était quelqu'un de Pinnacle Publishing House, a dit Bob lentement. Ils appellent pour confirmer votre réunion de cet après-midi avec Thomas Caldwell. Ils ont parlé d'un contrat pour 3 livres et de la finalisation du contrat. Le silence qui a suivi ressemblait à être dans l'œil d'un ouragan, sachant que des vents dévastateurs étaient sur le point de tout déchirer. Mon secret était révélé, mais pas de la manière triomphale que j'avais prévue. Au lieu de célébrer mon succès, je regardais mes parents réaliser que leur intervention avait potentiellement détruit quelque chose de bien plus précieux qu'ils ne l'avaient compris. Linda s'est assise lourdement sur ma chaise de bureau, son visage passant par des émotions trop complexes pour être nommées. Un contrat pour 3 livres, Harry? Tu nous dis que tu avais réellement un vrai contrat d'édition? Avant que je puisse répondre, le téléphone de Bob a de nouveau sonné. Cette fois, il a mis l'appel sur haut-parleur et la voix de Thomas Caldwell a rempli ma chambre d'enfant comme une annonce d'un autre monde. Ici Thomas Caldwell de Pinnacle Publishing. J'essaie de joindre Harry Peterson à propos de notre réunion d'aujourd'hui. J'ai reçu un appel ce matin de quelqu'un prétendant le représenter, disant qu'il voulait annuler nos discussions de contrat. Cependant, son agente, Sarah Martinez, m'a assuré qu'aucune décision de ce genre n'avait été prise. J'espère que nous pourrons éclaircir cette confusion, car je suis très enthousiaste à propos de son travail. Bob a regardé son téléphone comme s'il était soudainement devenu un serpent venimeux. La réalité de ce qu'il avait fait s'installait comme de l'eau froide à travers une fondation fissurée, et je pouvais le voir commencer à comprendre que son intervention protectrice avait eu des conséquences catastrophiques. Marcus est intervenu dans le silence avec le genre de gestion de crise professionnelle qui avait sauvé de nombreuses relations avec ses clients. Monsieur Caldwell, ici Marcus Chen, l'ami de Harry. Il y a eu un malentendu familial, mais Harry est absolument intéressé à vous rencontrer aujourd'hui. Pouvons-nous confirmer l'heure et le lieu? Certainement, a répondu Thomas, sa voix soulagée. 4 heures à la salle de conférence B du Marriott Downtown. J'ai les contrats prêts à être signés, en attente de la discussion finale de quelques détails mineurs. Sarah parle en très bons termes du travail de Harry, et j'ai hâte de présenter son roman à nos lecteurs. Après que Marcus ait terminé l'appel, ma chambre ressemblait aux séquelles d'une tornade. Tout le monde se regardait, essayant de traiter la révélation que leur réalité avait été complètement bouleversée. Je n'avais pas poursuivi des rêves impossibles. J'étais sur le point d'atteindre exactement le genre de succès qu'il prétendait être une fantaisie. Mais la célébration devrait attendre. L'appel de Bob à Sarah et à l'éditeur avait créé des complications professionnelles qui nécessitaient une attention immédiate. Mes parents avaient potentiellement endommagé des relations qui avaient mis des années à se construire, et je n'étais pas sûr que le mal puisse être complètement réparé. Le pire était de réaliser à quel point j'avais failli tout perdre. Si Thomas n'avait pas décidé d'appeler directement, si Sarah ne s'était pas portée garante pour moi, si Marcus n'était pas arrivé quand il l'a fait, le sabotage de mes parents aurait pu réussir complètement. Le contrat pour 3 livres d'une valeur de 150 000 $ aurait pu s'évanouir à cause d'une intervention familiale conçue pour me forcer à vendre des polices d'assurance.
La révélation qu'un véritable contrat d'édition existait a plongé mes parents dans une spirale de gestion de crise qui semblait pire que leur sabotage initial. Au lieu de s'excuser d'avoir supprimé mon manuscrit, ils ont commencé à remettre en question la légitimité de l'offre, suggérant que les éditeurs profitaient fréquemment des écrivains naïfs par le biais d'escroqueries élaborées conçues pour extorquer de l'argent à des espoirs désespérés. Ces choses ne sont jamais ce qu'elles semblent être, a insisté Bob, sa voix prenant le ton professoral qu'il utilisait avec les clients d'assurance qui ne comprenaient pas les détails de la police. Les éditeurs n'appellent pas simplement des inconnus au hasard pour leur offrir d'énormes contrats. Il y a toujours des frais cachés, des coûts d'édition, des dépenses de marketing qui sortent de votre poche. J'ai déjà vu ce genre de fraude. Linda a hoché la tête avec enthousiasme, s'accrochant à toute explication qui justifierait leurs actions et les protégerait de l'aveu d'une erreur catastrophique. Tu te souviens de ton cousin, David? Il a payé $2000 à une entreprise qui a promis de publier son livre de cuisine, et tout ce qu'il a obtenu, c'est une boîte de livres mal imprimés qu'il n'a pu vendre à personne. La comparaison était insultante à plusieurs niveaux. L'expérience de publication à compte d'auteur de David n'avait rien en commun avec ma situation, mais mes parents avaient besoin de croire que toutes les opportunités de publication étaient frauduleuses plutôt que d'accepter qu'ils avaient détruit quelque chose de réellement précieux. Leur déni était un mécanisme de défense protégeant leur image de parents sages qui avaient sauvé leur fils d'une terrible erreur. J'ai essayé d'expliquer la différence entre les maisons d'édition légitimes et les presses à compte d'auteur, mais mes parents n'étaient pas intéressés par une éducation qui contredisait leur récit préféré. Ils s'étaient engagés dans l'histoire selon laquelle j'étais manipulé par des escrocs sophistiqués et aucune preuve ne pourrait ébranler leur certitude. L'étendue de leur ingérence est devenue évidente lorsque Linda a produit un dossier rempli de courriers interceptés couvrant les 8 dernières semaines. Ils avaient systématiquement coupé ma connexion avec le monde de l'écriture professionnelle tout en se convainquant qu'ils me protégeaient de la déception. Ce chèque est probablement faux, a déclaré Bob en examinant le paiement du magazine avec des yeux suspicieux. Ces opérations d'escroquerie envoient de faux chèques pour renforcer leur crédibilité, puis demandent de l'argent en retour. Marcus a examiné le chèque et a confirmé qu'il était légitime, émis par un magazine ayant une histoire de publication de 40 ans. Mais Bob a rejeté son évaluation, affirmant que Marcus était trop jeune et inexpérimenté pour reconnaître les opérations de fraude sophistiquées. L'impact psychologique de voir mes parents déformer la réalité pour éviter d'admettre leur erreur a été dévastateur. Il m'avait appris à douter de mes propres perceptions tout au long de mon enfance, rejetant mes intérêts créatifs comme des phases que je finirais par dépasser. Maintenant, ils appliquaient la même technique de manipulation psychologique à une situation où des preuves objectives contredisaient leurs croyances. Jessica est restée silencieuse pendant la majeure partie de la confrontation, mais son expression révélait un conflit interne qu'elle n'était pas prête à exprimer à voix haute. En tant que personne comprenant les négociations commerciales et les relations professionnelles, elle pouvait voir les marqueurs de légitimité que mes parents choisissaient d'ignorer. Mais me soutenir nécessiterait d'admettre qu'elle s'était trompée sur mon potentiel, et cette reconnaissance menaçait son identité de sœur qui a réussi. Le bilan émotionnel de la lutte pour ma réalité alors que ma famille la démantelait systématiquement m'a poussé au-delà de mes limites. La combinaison du chagrin pour mon manuscrit supprimé, de la rage face à l'ingérence systématique et de la terreur de perdre la réunion d'éditeurs a créé une tempête psychologique qui m'a laissé à peine fonctionnel. Je ne peux plus penser clairement, ai-je dit à Marcus, qui était devenu mon seul allié dans une pièce remplie de gens déterminés à réécrire l'histoire. Comment suis-je censé entrer dans une réunion d'affaires alors que ma propre famille a passé la matinée à me convaincre que rien de ce que je crois sur ma vie n'est réel? Marcus a suggéré que nous quittions la maison et allions quelque part de calme où je pourrais traiter la situation sans les contradictions constantes de mes parents. Mais Bob a bloqué la porte, affirmant son autorité en tant que propriétaire, et exigeant que j'assiste à l'entretien de la compagnie d'assurance au lieu de poursuivre ce qu'il appelait cette absurdité de maison d'édition. Si tu sors par cette porte pour poursuivre cette fantaisie, ne prends pas la peine de revenir, a menacé Bob, sa voix portant le genre de finalité qui avait mis fin à de nombreuses disputes pendant mon enfance. Nous avons assez soutenu ton passe-temps d'écriture. Il est temps de choisir entre la famille et l'illusion. L'ultimatum était conçu pour forcer la soumission par la peur de l'abandon. Une tactique que mes parents avaient utilisée avec succès tout au long de mon adolescence. Mais à 28 ans, avec une validation professionnelle m'attendant à 6 km de là dans un hôtel du centre-ville, la menace semblait plus libératrice qu'effrayante. Linda a essayé une approche plus douce, s'asseyant sur mon lit et parlant avec le ton qu'elle utilisait pour réconforter les patients dentaires confrontés à des procédures douloureuses. Au fond, nous t'aimons trop pour te voir te faire du mal par des gens qui profitent de tes rêves.
viens avec nous à l'entretien d'assurance. Si cette histoire d'édition est réelle, elle le sera encore la semaine prochaine. La suggestion révélait une ignorance complète du fonctionnement des contrats d'édition. Thomas Caldwell était à Denver pour une journée, retournant à New York demain matin. Le contrat avait des exigences de délai spécifiques, et manquer la réunion d'aujourd'hui signalerait un manque de professionnalisme qui pourrait facilement entraîner le retrait de l'offre. Marcus a tenté d'expliquer la nature sensible au temps des négociations d'édition, mais mes parents étaient passés en mode protecteur qui bloquait toute information contredisant leur interprétation préférée des événements. Ils avaient décidé que j'étais manipulé, et chaque preuve soutenant la légitimité de l'accord était recadrée comme une preuve de la sophistication des escrocs. Le moment le plus douloureux est venu lorsque Jessica a finalement parlé, sa voix portant la déception de quelqu'un dont les attentes avaient été systématiquement écrasées. Harry, je dis aux gens que mon frère grandit enfin et prend sa carrière au sérieux. Si tu embarrasses la famille en poursuivant cette fantaisie d'édition, comment suis-je censé l'expliquer à mes clients et amis? Ces mots ont révélé qu'elle avait déjà annoncé ma transition loin de l'écriture à son réseau professionnel, se positionnant comme la sœur qui avait réussi à convaincre son frère irresponsable de poursuivre des objectifs réalistes. Mon succès la forcerait à admettre à ses contacts professionnels qu'elle avait mal jugé la situation, endommageant potentiellement sa réputation de personne faisant des évaluations judicieuses. Les couches de dysfonctionnement familial que mon roman avait explorées de manière fictive se déroulaient en temps réel dans ma chambre d'enfant. Des parents qui croyaient mieux savoir que leurs enfants adultes, des frères et sœurs en compétition pour une approbation limitée et une manipulation déguisée en amour. L'ironie que mon contrat de livre validait les aperçus psychologiques que ma famille était déterminée à supprimer, c'était comme découvrir que j'avais vécu à l'intérieur de ma propre histoire sans m'en rendre compte. Le téléphone de Bob a vibré avec un SMS qui a changé son expression de certitude têtue à une incertitude confuse. Il a lu le message 2 fois avant de parler, sa voix manquant de sa conviction habituelle. Le directeur régional de mon bureau vient de m'envoyer un texto. Il dit que l'entretien de cet après-midi a été reporté à la semaine prochaine parce que le comité de recrutement a besoin d'examiner plus de candidatures. Le créneau de 2 heures n'est plus disponible. Le timing ressemblait à une intervention divine, supprimant le conflit d'horaire direct entre le plan de mes parents et ma réunion d'éditeurs. Mais au lieu d'accepter ce développement comme une opportunité de compromis, Bob est devenu plus agité, sentant que son influence lui échappait. « Bien », a dit Bob, sa voix tendue de frustration. « Si tu es déterminé à t'humilier en poursuivant cette arnaque, vas-y. Mais quand ces gens te demanderont de l'argent, quand le contrat s'avérera faux, quand tu réaliseras que tu as été joué par des professionnels qui exploitent des écrivains désespérés, ne viens pas pleurer chez nous pour de la sympathie. » Linda s'est levée de mon lit avec la posture rigide de quelqu'un qui a pris une décision difficile. « Nous allons rendre visite à ta tante Carole pour le reste de la journée. Quand nous reviendrons ce soir, nous discuterons de ta situation de logement et du type de soutien financier que nous sommes prêts à fournir à quelqu'un qui refuse d'accepter la réalité. » La menace était claire, poursuivre la réunion d'éditeurs et risquer un potentiel sans-abrisme, ou abandonner mes rêves et conserver le soutien familial. Il me forçait à choisir entre mon identité artistique et mon filet de sécurité, pariant que la peur l'emporterait sur l'ambition. Alors que mes parents se préparaient à partir, Linda s'est arrêtée à la porte avec une dernière tentative de manipulation émotionnelle. « J'espère que tu comprends que nous faisons ça parce que nous t'aimons, pas parce que nous voulons te faire du mal. Parfois, l'amour signifie protéger les gens de leurs propres pires impulsions, même s'ils te détestent pour ça. » La déclaration résumait tout ce qui était toxique dans leur approche parentale. Ils s'étaient convaincus que saboter ma carrière était un acte d'amour, leur permettant de maintenir leur image de parents attentionnés tout en détruisant systématiquement mes chances d'indépendance et de succès. Après leur départ, la maison ressemblait à une scène de crime où quelque chose de précieux avait été assassiné. Marcus et moi sommes restés assis dans les décombres de la confrontation, essayant d'évaluer les dégâts et de déterminer si quelque chose pouvait être sauvé de l'épave. Tes parents viennent de te menacer de te mettre à la porte pour avoir poursuivi une opportunité de carrière légitime, a observé Marcus, sa voix remplie d'incrédulité. Réalises-tu à quel point c'est insensé? Je l'ai réalisé, mais comprendre le dysfonctionnement ne le rendait pas moins dévastateur. C'étaient les personnes qui m'avaient élevé, qui prétendaient m'aimer plus que quiconque au monde. Leur volonté de détruire mes rêves pour maintenir le contrôle révélait des profondeurs d'égoïsme que je n'avais pas voulu reconnaître. La réunion d'éditeurs était toujours possible, mais tout le reste dans ma vie avait été déstabilisé. Mes relations familiales, ma situation de logement et mes fondations émotionnelles avaient toutes été endommagées, potentiellement au-delà de toute réparation.
La victoire dans ma vie professionnelle pourrait se faire au prix de la perte totale de mon système de soutien personnel. Assis dans les décombres de ma chambre d'enfant, entouré de courriers éparpillés et de rêves supprimés, j'ai réalisé que mes parents m'avaient involontairement fait le plus grand cadeau possible, une clarté absolue sur qui je devais devenir. Leur ultimatum avait supprimé tous les filets de sécurité, toutes les excuses et toutes les raisons de compromettre mon moi authentique pour leur approbation. Marcus a fermé mon ordinateur portable et s'est tourné vers moi avec le genre d'honnêteté directe qui l'avait rendu si efficace en affaires. Harry, tu as 3 heures pour décider qui tu veux être pour le reste de ta vie. Vas-tu être la personne qui laisse la peur familiale contrôler ton destin, ou vas-tu te battre pour ce que tu as déjà gagné? La question a traversé des mois de doute de soi et des années de critiques intériorisées. J'avais passé tellement d'énergie à essayer de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que j'étais un échec que j'avais oublié de croire en mes propres réalisations. Un agent littéraire respecté avait choisi de me représenter. Une grande maison d'édition voulait m'offrir un contrat pour 3 livres. Ce n'étaient pas des opinions ou des évaluations familiales. C'étaient des validations professionnelles objectives de mon travail. Je vais à cette réunion, ai-je dit, les mots portant plus de conviction que je n'en avais ressenti pour quoi que ce soit depuis des années. Même si ça me coûte ma famille, même si je dois recommencer à zéro, je vais signer ce contrat. Marcus a souri avec la satisfaction de quelqu'un dont la foi en un ami avait été justifiée. Bien. Maintenant, voyons comment nous assurer que tu es préparé pour la réunion d'affaires la plus importante de ta vie. Le premier défi était de se remettre de la dévastation émotionnelle de la confrontation du matin. Je devais me transformer d'un fils abattu en un auteur confiant en 3 heures, me présentant comme quelqu'un digne d'un investissement d'édition important. Marcus a suggéré que nous quittions complètement la maison, créant une distance physique avec la scène du sabotage. Nous sommes allés dans un café du centre-ville de Denver qui accueillait des professionnels et des travailleurs indépendants. L'environnement était assez sophistiqué pour m'aider à passer à un état d'esprit professionnel, mais assez décontracté pour que je ne me sente pas trop habillé dans le costume que mes parents avaient acheté pour l'entretien d'assurance. Marcus nous a commandé 2 grands cafés et a trouvé une table de coin tranquille où nous pouvions planifier ma stratégie de présentation. Thomas Caldwell rentre à New York demain, ce qui signifie qu'il est sincèrement intéressé à conclure cet accord aujourd'hui. Les éditeurs ne perdent pas de temps avec des auteurs en qui ils ne croient pas, le rappel a contribué à restaurer ma confiance dans la légitimité de l'opportunité. L'insistance de mes parents sur le fait que le contrat était frauduleux avait semé le doute, mais la perspective de Marcus, en tant que personne négociant régulièrement des accords commerciaux, m'a rassuré sur le fait que j'avais affaire à des pratiques professionnelles standards. Et si l'appel téléphonique de Bob a endommagé ma relation avec Sarah ou l'éditeur, ai-je demandé, exprimant la peur qui me rongeait depuis que j'avais découvert l'étendue de l'ingérence de mes parents. Marcus a sorti son téléphone et me l'a tendu. Appelle Sarah tout de suite. Explique ce qui s'est passé. Excuse-toi pour la confusion et confirme que tu es toujours entièrement engagé dans l'accord. Les relations professionnelles peuvent survivre à des malentendus si tu les gères honnêtement. Appeler Sarah, c'était comme sauter d'une falaise, ne sachant pas si j'atterrirais en toute sécurité ou si je m'écraserais sur les rochers en contrebas. Mais Marcus avait raison, l'honnêteté était ma seule option. J'ai composé son numéro et j'ai attendu pendant 3 sonneries qui ont semblé des heures. Harry. La voix de Sarah portait à la fois soulagement et inquiétude. J'ai reçu l'appel le plus étrange ce matin de quelqu'un prétendant te représenter. Il a dit que tu te retirais de la représentation en raison d'une urgence familiale. J'ai essayé de te rappeler, mais le numéro est allé directement à la messagerie vocale. J'ai expliqué la situation aussi concise que possible, décrivant le sabotage de mes parents sans m'attarder sur le traumatisme émotionnel. Sarah a écouté sans interruption, faisant occasionnellement de petits bruits de sympathie et d'incrédulité. Les dynamiques familiales peuvent être compliquées lorsque des carrières créatives sont impliquées, a déclaré Sarah après que j'ai terminé mon explication. J'ai vu des parents qui pensent protéger leurs enfants en décourageant les activités artistiques. L'important est que tu sois toujours engagé dans ta carrière d'écrivain et dans la réunion d'aujourd'hui. Sa compréhension et son soutien m'ont semblé comme de l'oxygène après avoir failli me noyer. Je suis absolument engagé. Plus que jamais, en fait. Ce matin m'a montré exactement pourquoi j'ai besoin de construire une carrière qui ne dépend pas de l'approbation de ma famille. C'est l'attitude qui te rendra successful, a déclaré Sarah. Thomas t'attend à 4 heures, et il est enthousiaste à propos de ton travail. Il a spécifiquement mentionné l'authenticité des dynamiques familiales dans ton roman, ce qui est ironique compte tenu de ce que tu traverses aujourd'hui.
Après avoir terminé l'appel avec Sarah, je me sentais comme une personne différente. La validation professionnelle m'a rappelé que ma valeur n'était pas déterminée par l'évaluation de mes parents. J'avais des compétences que le marché valorisait, des talents que les experts reconnaissaient et des opportunités que la plupart des écrivains envieraient. Marcus m'a aidé à me préparer à d'éventuelles questions sur mon parcours, mes autres projets d'écriture et mes objectifs de carrière. Nous avons discuté des bases de la négociation de contrat, bien que Sarah s'occuperait de la plupart des détails techniques. Mon travail consistait à me présenter comme quelqu'un digne de l'investissement de l'éditeur et enthousiaste à l'idée de construire une relation professionnelle à long terme. Le costume que mes parents avaient acheté pour l'entretien d'assurance me seyait parfaitement, un détail qui ressemblait à une justice cosmique. J'utiliserais leur arme contre mes rêves comme armure pour ma victoire. L'ironie était si parfaite qu'elle m'a presque fait rire malgré la dévastation émotionnelle du matin. À 15h15, Marcus m'a conduit au Marriott du centre-ville. Le hall de l'hôtel était rempli de voyageurs d'affaires et de participants à des congrès, des gens poursuivant des carrières et des opportunités qui les obligeaient à traverser le pays pour des réunions importantes. J'appartenais à cet environnement, pas derrière un comptoir de vente au détail à vendre de l'électronique à des clients qui traitaient les employés de service comme des meubles. « Tu vas y arriver », a dit Marcus alors que je me préparais à sortir de sa voiture. 4 ans de session d'écriture à 5 heures du matin ont mené à ce moment. Tes parents ne peuvent pas supprimer ce que tu as déjà accompli. Entrer dans l'hôtel, c'était comme traverser un pont de ma vieille vie vers mon avenir. Le hall était élégant sans être intimidant, décoré d'art moderne qui parlait de créativité et de succès professionnel. J'ai facilement trouvé la salle de conférence B, arrivant 10 minutes en avance comme Sarah l'avait conseillé. Thomas Caldwell était exactement ce que j'avais imaginé d'un cadre d'édition à succès, la quarantaine, portant un costume bleu marine bien taillé et une mallette en cuir qui semblait assez chère pour nourrir une famille pendant un mois. Mais sa poignée de main était chaleureuse, son sourire sincère, et son enthousiasme pour mon travail immédiatement apparent. « Harry, c'est merveilleux de vous rencontrer en personne », a dit Thomas en m'invitant à m'asseoir en face de lui à une table de conférence polie. « Sarah m'a envoyé votre manuscrit révisé le mois dernier et je dois vous dire que c'est exactement le genre de thriller psychologique que nos lecteurs recherchent. » Il a ouvert sa mallette et a sorti un contrat qui semblait plus substantiel que n'importe quel document que j'avais jamais été invité à signer. Le papier en tête de Pinnacle Publishing House était en relief. Les pages étaient imprimées sur du papier épais et chaque détail communiquait le sérieux de l'opportunité. Je comprends qu'il y a eu une certaine confusion sur votre disponibilité ce matin, a poursuivi Thomas, son ton soigneusement neutre. Je suis heureux que nous ayons pu éclaircir cela, car je suis très enthousiaste à propos de ce partenariat. J'ai décidé que la franchise totale était ma meilleure stratégie. Ma famille s'adapte encore à l'idée que l'écriture peut être une carrière légitime. Ce matin a été difficile, mais cela a complètement clarifié mes priorités. Je suis absolument engagé dans cette opportunité et dans la construction d'une relation à long terme avec Pinnacle. Thomas a hoché la tête avec une compréhension qui suggérait qu'il avait déjà rencontré des dynamiques familiales similaires. L'édition attire des gens qui sont prêts à travailler dur pour des récompenses incertaines, et cet engagement n'est pas toujours compris par les gens en dehors de l'industrie. Ce qui compte, c'est que vous êtes ici maintenant, prêt à avancer dans votre carrière. Les détails du contrat étaient plus généreux que je n'avais osé l'espérer. 3 livres sur 5 ans, des avances totalisant 150 000 $ et des taux de redevance qui fourniraient un revenu substantiel si les livres se vendaient bien. Il y avait aussi des dispositions pour les droits cinématographiques, les traductions étrangères et la production de livres audio. C'est un changement de vie, ai-je dit en essayant de garder ma voix stable en examinant les termes. Je ne saurais trop vous remercier de croire en mon travail. Thomas a souri avec la satisfaction de quelqu'un qui apprécie de découvrir de nouveaux talents. Je suis dans ce métier depuis 15 ans et je reconnais les voix authentiques quand je les rencontre. Votre roman capture le dysfonctionnement familial avec une perspicacité psychologique que la plupart des auteurs mettent des décennies à développer. Nous n'investissons pas seulement dans un livre, nous investissons dans votre potentiel pour une carrière littéraire significative. Signer le contrat, c'était comme revendiquer mon identité d'écrivain professionnel plutôt que de quelqu'un qui espérait simplement le devenir un jour. Chaque signature était une déclaration d'indépendance de chaque personne qui avait jamais suggéré que mes rêves étaient irréalistes ou égoïstes. Une fois la paperasse terminée, Thomas m'a de nouveau serré la main et m'a remis une carte de visite avec ses coordonnées directes. Sarah coordonnera le calendrier de publication et la stratégie marketing, mais je veux que vous sachiez que vous pouvez me joindre directement si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous sommes partenaires maintenant,
Et je suis investi dans votre succès. Sortir de l'hôtel avec un contrat d'édition signé dans ma mallette, c'était comme sortir d'une grotte pour entrer dans une lumière éclatante. Le poids de 4 années de lettres de refus, de critiques familiales et d'incertitudes financières avait été remplacé par une validation professionnelle et une sécurité financière qui me permettrait d'écrire à plein temps. Marcus attendait dans le bar de l'hôtel, sirotant un coca et consultant son téléphone. Quand il a vu mon expression, son visage s'est fendu d'un large sourire qui a illuminé toute la pièce. « Laisse-moi deviner », a dit Marcus en se levant pour me serrer la main. « Tu es maintenant officiellement un auteur publié. Contrat pour 3 livres, avance, droits cinématographiques, tout le package, ai-je confirmé, croyant à peine que les mots étaient vrais. Je vais vraiment gagner ma vie en tant qu'écrivain. Marcus a insisté pour m'offrir le dîner pour célébrer, mais nous devions d'abord aborder l'éléphant dans la pièce, l'ultimatum de mes parents et ma situation de logement incertaine. Le contrat offrait une sécurité financière, mais il faudrait des semaines avant que le premier paiement d'avance n'arrive, et j'avais besoin d'un endroit où vivre en attendant. Tu peux rester chez moi jusqu'à ce que tu trouves un appartement, a offert Marcus sans hésitation. J'ai une chambre d'amis et honnêtement, ce sera amusant d'avoir un vrai auteur comme colocataire. L'offre a résolu mon problème pratique immédiat et a fourni un soutien émotionnel pendant ce qui serait probablement une période de transition difficile. Mes relations familiales étaient endommagées, peut-être au-delà de toute réparation, mais mon avenir était sûr d'une manière que j'avais à peine osé imaginer. Retourner chez mes parents avec un contrat d'édition signé, c'était comme entrer sur un champ de bataille où je possédais désormais des armes supérieures. La dynamique psychologique avait complètement changé. Je n'étais plus un enfant adulte raté cherchant l'approbation, mais un auteur professionnel avec des perspectives de carrière légitimes et une indépendance financière à portée de main. Marcus a insisté pour m'accompagner, reconnaissant que mes parents pourraient tenter d'autres sabotages ou manipulations émotionnelles si je les affrontais seul. Sa présence offrait une protection de témoin contre la manipulation psychologique et un soutien moral pendant ce qui serait certainement une confrontation difficile. La voiture de Bob et Linda était garée dans l'allée à notre arrivée, indiquant que leur visite à tante Carole s'était terminée plus tôt que prévu. Par la fenêtre du salon, je pouvais les voir assis sur le canapé avec Jessica, leur tête penchée dans une conversation intense qui impliquait probablement des stratégies pour gérer ma rébellion contre leur autorité. J'ai frappé à la porte d'entrée malgré avoir vécu dans la maison pendant 2 ans, un geste symbolique reconnaissant que ma relation avec mes parents avait fondamentalement changé. Linda a répondu avec l'expression prudente qu'elle portait en traitant avec des patients dentaires potentiellement difficiles. « Harry, mon chéri, nous devons parler », a dit Linda, sa voix portant un calme forcé qui ne pouvait cacher la tension sous-jacente. « S'il te plaît, viens t'asseoir pour que nous puissions discuter de la situation de manière rationnelle. » Marcus et moi sommes entrés dans le salon où ma famille s'était assemblée comme un tribunal se préparant à rendre un jugement. Bob était assis dans son fauteuil inclinable, les bras croisés. Jessica occupait une extrémité du canapé avec ses documents professionnels étalés sur la table basse, et Linda m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise en face d'eux. Nous avons parlé de cette affaire d'édition, a commencé Bob, son ton suggérant qu'il avait préparé des points de discussion pendant mon absence. Nous avons fait des recherches en ligne et nous sommes plus convaincus que jamais que tu es la cible d'escrocs sophistiqués. Linda a hoché la tête avec enthousiasme, produisant des pages imprimées de divers sites web qui mettaient en garde contre la fraude à l'édition. Regarde ces articles sur les presses à compte d'auteurs et les faux agents qui profitent des écrivains amateurs. Les schémas correspondent exactement à ce que tu décris. Leurs recherches étaient impressionnamment approfondies mais complètement mal orientées. Ils avaient trouvé des avertissements légitimes sur les escroqueries à l'édition et les avaient appliqués à ma situation avec Pinnacle Publishing House, une entreprise respectée avec des décennies de crédibilité dans l'industrie. Leur détermination à prouver la fraude révélait un désespoir d'éviter d'admettre leur erreur catastrophique. Jessica semblait mal à l'aise avec les théories du complot de ses parents, mais semblait engagée à soutenir leur position. « Harry, j'ai appelé mon amie Rachel qui travaille dans le marketing. Elle dit que les éditeurs légitimes n'appellent jamais à froid des écrivains inconnus avec des contrats massifs. Tout cela semble trop beau pour être vrai. » Le malentendu a révélé à quel point ma famille comprenait peu les pratiques de l'industrie de l'édition. Sarah ne m'avait pas appelé à froid. J'avais soumis mon travail à un concours qu'elle avait jugé. Le contrat n'était pas non sollicité. C'était le résultat de 18 mois de construction de relations professionnelles et de développement de manuscrits. J'ai quelque chose à vous montrer, ai-je dit en sortant le contrat signé de ma mallette. C'est le contrat pour 3 livres avec Pinnacle Publishing House. Il est réel,
légitime et déjà signé. La vue des documents juridiques officiels imprimés sur du papier à en-tête d'entreprise a créé un silence immédiat dans la pièce. Bob a pris le contrat et l'a examiné avec l'attention minutieuse qu'il appliquait aux polices d'assurance, cherchant des failles ou un langage suspect qui soutiendrait sa théorie de la fraude. Ça pourrait encore être un faux, a insisté Bob, bien que sa voix manquât de sa conviction antérieure. N'importe qui peut imprimer des documents d'aspect officiel. Le vrai test est de savoir s'ils envoient réellement de l'argent ou s'ils demandent simplement des frais à l'avance. Marcus s'est avancé avec son téléphone, affichant le site web de Pinnacle Publishing House et montrant à ma famille la liste des auteurs à succès de l'entreprise, les best-sellers récents et les récompenses de l'industrie. La preuve de la légitimité était écrasante, mais mes parents ont continué à chercher des explications alternatives qui valideraient leur sabotage. Même si cette entreprise est réelle, le contrat pourrait toujours être frauduleux, a suggéré Linda, son désespoir devenant plus apparent. Le vol d'identité est très sophistiqué de nos jours. Quelqu'un pourrait se faire passer pour cet éditeur pour voler vos informations personnelles. La suggestion était si tirée par les cheveux que Jessica a finalement pris la parole avec le genre d'évaluation pratique qui l'avait rendu si efficace en affaires. Maman, ça devient ridicule. Harry a un vrai contrat avec un vrai éditeur. Nous devons accepter que nous nous soyons peut-être trompés sur sa carrière d'écrivain. Bob s'est tourné vers Jessica avec une colère surprenante, considérant apparemment son évaluation rationnelle comme une trahison de la solidarité familiale. Ne me dis pas que tu tombes aussi dans ce panneau. Nous essayons de protéger ton frère d'une erreur qui pourrait détruire sa vie et tu sapes nos efforts. Je ne sape rien, a répondu Jessica, sa voix prenant le ton ferme qu'elle utilisait avec les clients difficiles. Je souligne que nos hypothèses sur l'écriture de Harry étaient peut-être incorrectes. Ce contrat semble légitime, et peut-être devrions-nous célébrer au lieu d'essayer de prouver qu'il est faux. L'aveu que j'aurais pu avoir raison sur mes perspectives de carrière a créé une détresse visible chez mes parents. Leur identité de protecteurs sages qui avaient sauvé leur fils du désastre s'effritait, remplacée par la réalité inconfortable qu'ils avaient saboté un véritable succès. Linda a tenté un dernier appel émotionnel, sa voix se brisant de ce qui semblait être une véritable détresse. Harry, mon chéri, même si cette opportunité est réelle, l'écriture est une carrière si incertaine. Que se passera-t-il si tes livres ne se vendent pas? Que se passera-t-il si l'éditeur te laisse tomber après un livre? Nous voulons juste que tu aies de la sécurité et de la stabilité. L'inquiétude aurait pu être touchante si elle n'était pas venue immédiatement après qu'ils aient supprimé 4 ans de mon travail et menacé de me mettre à la rue pour avoir poursuivi mes rêves. Leur intérêt soudain pour mon bien-être ressemblait à de la manipulation conçue pour maintenir le contrôle plutôt qu'à un amour sincère pour mon bonheur. Le contrat inclut des avances garanties qui totalisent plus que ce que la plupart des gens gagnent en 3 ans, ai-je expliqué en essayant de garder ma voix patiente malgré ma colère. Ce n'est pas de l'incertitude. C'est la plus grande sécurité financière que j'ai jamais eue dans ma vie. La dernière tentative de Bob de maintenir son autorité consistait à remettre en question ma compétence à prendre des décisions de vie importantes. Tu as 28 ans, sans expérience en négociation de contrats ou en affaires, comment sais-tu que tu ne signes pas des droits qui pourraient valoir des millions si tes livres deviennent des succès? Marcus était resté silencieux pendant la majeure partie de la confrontation, mais la condescendance de Bob l'a finalement poussé à parler. Harry a une représentation professionnelle par un agent littéraire respecté qui se spécialise dans les contrats d'édition. Sarah Martinez négocie ses accords depuis plus d'une décennie. Elle protège ses intérêts bien mieux que des membres de la famille qui ont tenté de saboter sa carrière. L'évaluation brutale a frappé mes parents comme de l'eau froide, les forçant à affronter la réalité de leur comportement du point de vue d'un étranger. Ils s'étaient présentés comme des protecteurs aimants, mais un observateur objectif les voyait comme des obstacles au succès de leur fils. Nous essayons de l'empêcher de se faire du mal, a dit Linda faiblement, sa justification sonnant creuse même pour elle. Vous avez supprimé son manuscrit 3 heures avant la réunion la plus importante de sa vie, a répondu Marcus, sa voix portant le genre d'autorité professionnelle que mes parents ne pouvaient ignorer. Ce n'est pas de la protection. C'est du sabotage. La conversation avait atteint un tournant où mes parents ne pouvaient plus maintenir leur récit d'intervention sage. La preuve de leur erreur était écrasante, et un déni continu nécessiterait d'abandonner tout lien avec la réalité. Bob est resté assis en silence pendant plusieurs minutes, fixant le contrat dans ses mains. Quand il a finalement parlé, sa voix portait la défaite plutôt que la colère. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Nous pensions aider. Vous essayez de me contrôler, ai-je dit,
exprimant enfin la vérité qui avait été évidente pour tout le monde sauf mes parents. Vous ne pouviez pas accepter que je puisse réussir dans une carrière que vous ne compreniez pas, alors vous avez décidé de détruire mon travail plutôt que d'admettre que vous vous étiez trompé sur mon potentiel. L'accusation a créé un silence inconfortable alors que mes parents luttaient avec les implications de leur comportement. Ils s'étaient convaincus que l'amour justifiait le sabotage, mais une perspective extérieure a révélé leurs actions comme égoïstes et destructrices. Jessica a brisé le silence avec une observation qui a surpris tout le monde dans la pièce. Harry, je te dois des excuses. Je t'en ai voulu de ne pas avoir de succès financier, mais je n'avais pas réalisé que tu construisais réellement une vraie carrière. J'ai été jalouse de la liberté que tu avais de poursuivre tes rêves alors que je me sentais obligé d'être l'enfant responsable. Son honnêteté a ouvert une porte à une véritable guérison familiale qui avait semblé impossible une heure plus tôt. La reconnaissance que nous avions tous été piégés par des rôles et des attentes qui limitaient notre moi authentique a créé un espace pour des relations plus honnêtes. Je n'ai pas besoin d'excuses, ai-je dit, surpris par mon propre manque d'amertume. J'ai besoin de la reconnaissance que je suis un adulte capable de prendre mes propres décisions concernant ma carrière et ma vie. Bob a hoché la tête lentement, le geste portant plus de poids que n'importe quelle excuse verbale n'aurait pu le faire. Tu as raison. Nous avons dépassé nos limites et nous avons endommagé quelque chose d'important pour toi. Je ne sais pas comment réparer ce que nous avons fait. L'aveu représentait une percée que je n'avais pas attendue. Mes parents voyaient enfin leur comportement de mon point de vue, reconnaissant le mal qu'ils avaient causé en essayant d'aider. Le chemin pour reconstruire notre relation serait long et difficile, mais au moins nous partions d'une base d'honnêteté. Les semaines qui ont suivi la signature de mon contrat ont transformé chaque aspect de ma vie d'une manière qui semblait à la fois surréaliste et tout à fait naturelle. Le premier paiement anticipé de $50 000 est arrivé 10 jours après ma réunion avec Thomas Caldwell, déposé sur mon compte courant comme la preuve que les rêves pouvaient en effet devenir une réalité tangible. Quitter mon emploi de vente au détail chez Target a été l'un des moments les plus satisfaisants de ma vie d'adulte. Mon manager, qui avait fréquemment critiqué mes problèmes d'attitude et mon manque d'engagement envers les valeurs de l'entreprise, a eu du mal à traiter ma lettre de démission qui citait la poursuite d'une carrière d'écrivain à plein temps avec une grande maison d'édition. La même créativité qu'il avait considérée comme un handicap générait maintenant plus de revenus que son salaire annuel. Trouver un appartement a pris 2 semaines de recherche sur le marché locatif compétitif de Denver, mais j'ai finalement obtenu un appartement d'une chambre à Capitol Hill qui ressemblait à un palais comparé à ma chambre d'enfant. L'espace comprenait un bureau dédié où je pouvais écrire sans interruption, symbolique de ma transition des sessions secrètes du matin à une pratique quotidienne professionnelle. Ma relation avec mes parents a nécessité une reconstruction minutieuse qui a commencé par le retour de l'argent de mon compte d'épargne par Bob, avec intérêt, et des excuses écrites pour avoir accédé à mes fonds sans autorisation. Linda s'est portée volontaire pour m'aider à meubler mon nouvel appartement, sa manière de reconnaître que mon indépendance était permanente plutôt qu'une rébellion temporaire qu'elle pouvait attendre. La guérison familiale la plus difficile a impliqué Jessica, dont la confession sur ses propres difficultés financières avait révélé des profondeurs de dysfonctionnement qui s'étendaient bien au-delà de ma carrière d'écrivain. Son entreprise Marie Kay était en effet en faillite, avec une dette d'inventaire qui menaçait son mariage et sa cote de crédit. L'image de succès qui avait été utilisée pour me faire honte pendant des années était en grande partie fabriquée, maintenue grâce à des cartes de crédit et des prêts familiaux qu'elle avait cachés à tout le monde. J'ai vécu dans la terreur que quelqu'un découvre que je n'avais pas vraiment de succès, a admis Jessica lors d'une de nos conversations au café. Quand maman et papa n'arrêtaient pas de te comparer à moi, j'avais l'impression de devoir maintenir cette image parfaite tout en m'effondrant secrètement. Son honnêteté m'a aidé à comprendre que nous avions tous deux été piégés par les attentes familiales, bien que de manière différente. Elle avait été poussée à être l'histoire de succès responsable tandis que j'avais été rejeté comme l'échec irresponsable. Aucun des deux rôles ne nous permettait d'être authentiques ou de nous soutenir mutuellement dans nos véritables luttes et réalisations. J'ai utilisé une partie de mon avance pour aider Jessica à restructurer sa dette commerciale, non pas par charité, mais comme un investissement dans une véritable guérison familiale. Nous avons travaillé ensemble pour élaborer un plan financier réaliste qui reconnaissait sa situation réelle plutôt que la fantaisie qu'elle avait entretenue. L'expérience de la résolution de problèmes en collaboration a créé une relation fraternelle basée sur le soutien mutuel plutôt que sur la compétition. Le chemin de Bob vers l'acceptation de ma carrière a pris plus de temps que celui de Linda, en partie parce que ses propres ambitions musicales ratées ont fait de mon succès un rappel douloureux de ce qu'il n'avait jamais atteint. Il avait joué de la guitare dans des groupes locaux pendant sa vingtaine, nourrissant des rêves de contrats d'enregistrement qui ne se sont jamais matérialisés.
Me voir réussir dans les domaines créatifs l'a forcé à affronter ses propres rêves abandonnés et l'amertume qui avait façonné son approche parentale. Je crois que j'ai été jaloux de ton courage de continuer à poursuivre quelque chose que j'ai abandonné, a admis Bob lors d'une de nos conversations qui s'améliorait progressivement. Quand tu continuais à écrire malgré toutes les critiques, cela me rappelait que j'avais choisi la sécurité plutôt que la passion, et cela me mettait en colère d'une manière que je ne comprenais pas. Son honnêteté émotionnelle a créé un espace pour un véritable pardon que je n'avais pas cru possible pendant les moments les plus sombres de notre conflit. Comprendre sa perspective n'excusait pas son sabotage, mais expliquait les dynamiques psychologiques qui avaient motivé son comportement destructeur. Le calendrier de publication a avancé plus vite que prévu. L'équipe de Thomas Caldwell chez Pinnacle Publishing House a donné la priorité à Echo dans le statique pour une sortie au printemps, avec un soutien marketing qui comprenait des interviews d'auteurs, des opportunités de tournée de livres et du matériel promotionnel qui a rendu mon nom important en caractères gras. Sarah Martinez s'est avérée inestimable pendant la transition d'écrivain inconnu à auteur publié. Elle a négocié des accords de droit subsidiaires, géré les demandes des médias et fourni des conseils sur la construction d'une carrière d'écrivain durable pouvant soutenir une stabilité financière à long terme. Ces 15 ans d'expérience dans l'industrie m'ont protégé des erreurs de débutant qui auraient pu nuire à ma réputation ou à mon potentiel de gain. Le moment le plus surréaliste est venu lorsque j'ai reçu des exemplaires avancés de mon roman de l'éditeur. Tenir mon propre livre avec mon nom sur la couverture et mes mots imprimés sur du papier de qualité professionnelle, c'était comme toucher la preuve que des choses impossibles pouvaient devenir réelles par la persévérance et le refus d'accepter les limitations des autres. Les précommandes ont dépassé les attentes de Pinnacle, générant une attention de l'industrie qui s'est traduite par des opportunités promotionnelles supplémentaires. Echo dans le statique a reçu des critiques étoilées de Publisher Weekly et de Librairie Journal, les critiques louant le portrait authentique du dysfonctionnement familial et la profondeur psychologique de la structure narrative. Le succès du livre a validé non seulement mes efforts individuels, mais aussi le principe plus large que la créativité pouvait générer des rendements financiers légitimes lorsqu'elle était soutenue par une expertise professionnelle et un effort persistant. La peur de mes parents que l'écriture soit intrinsèquement non rentable avait été prouvée fausse de la manière la plus concrète possible. Marcus est devenu mon premier bêta-lecteur officiel pour le deuxième livre, fournissant des commentaires qui ont amélioré le manuscrit tout en maintenant l'authenticité psychologique qui avait fait le succès du premier roman. Notre amitié s'est approfondie grâce à une collaboration créative partagée, et son entreprise de design graphique a fourni du matériel promotionnel qui a amélioré ma plateforme d'auteur. 6 mois après la signature du contrat, mes relations familiales s'étaient stabilisées dans une nouvelle normalité qui semblait plus saine que tout ce que nous avions connu pendant mon enfance. Les dîners du dimanche ont repris, mais avec des règles de base qui respectaient mes engagements professionnels et mes limites personnelles. Mes parents ont appris à discuter de ma carrière avec fierté plutôt qu'avec scepticisme, et Jessica et moi avons développé un véritable soutien mutuel plutôt qu'une comparaison compétitive. La sécurité financière fournie par le contrat d'édition m'a permis d'aider mes parents d'une manière qui semblait généreuse plutôt qu'obligatoire. Lorsque la voiture de Bob a eu besoin de réparations importantes, j'ai pu contribuer sans les dynamiques de pouvoir qui avaient compliqué les relations financières familiales par le passé. Le cabinet dentaire de Linda a bénéficié de mes relations dans la communauté créative locale, attirant de nouveaux patients qui valorisaient les activités artistiques. La validation la plus significative est venue lorsque d'autres écrivains en herbe ont commencé à me contacter pour des conseils et des encouragements. Mon histoire de sabotage familial, suivie d'un succès professionnel, a résonné auprès de personnes qui avaient connu des conflits similaires entre leurs rêves créatifs et les attentes familiales. J'ai commencé à encadrer des écrivains par le biais d'ateliers en ligne et d'organisations littéraires locales, créant le genre de système de soutien que j'aurais souhaité avoir pendant mes propres luttes. Echo dans le statique a passé 12 semaines sur les listes de best-sellers régionales et a généré suffisamment de ventes pour déclencher des paiements de bonus au-delà de l'avance initiale. Thomas Caldwell a exprimé son enthousiasme pour le deuxième livre, qui prenait déjà forme comme une exploration du dysfonctionnement au travail avec la même profondeur psychologique qui avait fait le succès du premier roman. Les droits cinématographiques ont suscité l'intérêt de 3 sociétés de production, menant à un accord d'option qui a fourni un revenu supplémentaire et la possibilité surréaliste que mes personnages soient un jour interprétés par des acteurs professionnels à l'écran. Sarah a négocié des termes qui protégeaient ma contribution créative tout en maximisant les rendements financiers de toute adaptation. En repensant au matin où mes parents ont supprimé mon manuscrit, j'ai réalisé que leur sabotage avait involontairement renforcé mon engagement envers l'écriture en me forçant à choisir entre leur approbation et mon moi authentique. La crise avait clarifié mes priorités d'une manière que des encouragements progressifs n'auraient peut-être pas pu atteindre.
La leçon de vie plus profonde a été de comprendre que l'amour familial devient parfois du contrôle lorsque les parents craignent que les choix de leurs enfants ne mènent à la douleur ou à l'échec. Le comportement destructeur de mes parents provenait d'une préoccupation sincère mêlée à leur propre déception non résolue et à leurs craintes concernant la sécurité financière. La guérison a nécessité de reconnaître leur motivation tout en maintenant des limites fermes sur mon autonomie en tant qu'adulte. L'expérience m'a appris que le succès professionnel pouvait coexister avec les relations familiales, mais seulement lorsque ces relations étaient basées sur le respect mutuel plutôt que sur le contrôle hiérarchique. Mes parents ont dû apprendre à faire confiance à mon jugement sur ma propre vie, tandis que j'ai dû apprendre à pardonner leurs erreurs sans laisser la douleur passée empoisonner les interactions futures. La transformation de travailleur de vente au détail en difficulté à hauteur publié s'est produite progressivement, puis soudainement, comme un lever de soleil rampant sur un paysage avant d'exploser en pleine lumière. Les 4 années de session d'écriture à 5 heures du matin m'avaient préparé au succès, mais je n'étais pas préparé à la manière dont la réussite changerait non seulement mon compte en banque, mais aussi tout mon sens de l'identité et des possibilités. Alors que j'écris cette conclusion, assis dans mon bureau à domicile avec des exemplaires avancés de mon 2e livre empilés sur mon bureau et des contrats pour le 3e livre en cours d'examen, je me souviens que la victoire la plus importante n'était pas la reconnaissance financière ou professionnelle. Le véritable triomphe a été de revendiquer mon droit de poursuivre des rêves que d'autres ne comprenaient pas, de maintenir l'espoir lorsque les circonstances extérieures suggéraient que mes efforts étaient futiles, et de refuser d'accepter les limitations des autres comme mon propre destin. Le contrat d'édition a validé 4 ans de travail, mais plus important encore, il a validé le principe que la persévérance et un effort authentique pouvaient surmonter le dysfonctionnement familial, la pression financière et les attentes sociales qui décourageaient la prise de risques créatifs. La tentative de mes parents de me forcer à un succès conventionnel avait complètement échoué, aboutissant exactement au genre de réussite qu'ils prétendaient impossible. L'histoire ne se termine pas avec le contrat de livre, bien sûr. Faire carrière nécessite un effort continu, une croissance créative et une adaptation aux conditions changeantes du marché. Mais la fondation est solide maintenant, bâtie sur des relations professionnelles, des performances de vente prouvées et le genre de stabilité financière qui me permet de me concentrer sur l'artisanat plutôt que sur la survie. Je me demande souvent ce qui se serait passé si mes parents n'avaient pas supprimé mon manuscrit ce matin-là. Aurais-je été aussi préparé pour la réunion d'éditeurs? Me serais-je senti aussi engagé dans mon indépendance? Le succès aurait-il eu autant de sens sans le contraste de l'opposition familiale? Les questions contrefactuelles sont impossibles à répondre, mais je soupçonne que la crise force parfois une croissance que le confort ne pourrait jamais. Mon conseil aux autres écrivains confrontés à la pression familiale d'abandonner leurs rêves créatifs est simple, mais pas facile. Fiez-vous à votre propre évaluation de la valeur de votre travail, recherchez une validation professionnelle plutôt que l'approbation familiale. Et rappelez-vous que les personnes qui vous aiment peuvent toujours se tromper sur votre potentiel. Parfois, le plus grand cadeau que les parents peuvent faire à leurs enfants est d'apprendre quand prendre du recul et faire confiance aux adultes que leurs enfants sont devenus. Le matin où mes parents ont tenté de supprimer mes rêves, ils m'ont accidentellement appris la leçon la plus importante de ma vie. Que le succès authentique nécessite de revendiquer son identité, malgré les craintes des autres, de maintenir l'espoir, malgré les preuves extérieures que les rêves sont irréalistes, et de poursuivre l'excellence même lorsque les personnes qui vous ont élevé croient que vous êtes destiné à l'échec. Chaque année de session d'écriture à 5 heures du matin a mené à ce moment, mais le véritable voyage a été d'apprendre à croire en moi quand personne d'autre ne le faisait, de maintenir la discipline lorsque les récompenses extérieures semblaient impossibles, et de refuser de laisser les limitations des autres devenir ma propre réalité. Le livre que vous tenez entre vos mains, que ce soit une copie physique ou une version numérique, représente la preuve que les rêves peuvent survivre au sabotage, que les familles peuvent guérir du dysfonctionnement, et que la persévérance peut transformer des objectifs impossibles en un succès inévitable. L'histoire de la façon dont mes parents ont essayé de supprimer mon roman est devenue l'histoire de la façon dont j'ai appris à écrire ma propre vie, un mot à la fois, jusqu'à ce que le récit devienne assez fort pour résister à toute tentative d'effacement. Avez-vous déjà eu des membres de votre famille qui ont tenté de décourager vos rêves parce qu'ils avaient peur de vous voir échouer? Comment avez-vous géré le conflit entre la poursuite de vos passions et le maintien des relations familiales? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné avec vos propres expériences, s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour aider d'autres écrivains en herbe à trouver des encouragements. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur la façon de surmonter les obstacles pour atteindre le succès créatif et partagez-la avec quiconque pourrait avoir besoin de se rappeler que les rêves valent la peine de se battre, même lorsque les personnes qui vous aiment ne peuvent pas voir leur valeur. Merci d'avoir écouté mon histoire,
et j'espère qu'elle vous inspirera à continuer à poursuivre ce qui enflamme votre âme, peu importe qui croit que c'est possible.